Vendredi, nous parlerons plus spécifiquement le matin, je le précise parce qu'il y a une petite erreur sur certains prospectus, c'est à 10 h vendredi matin qu'aura lieu le dernier colloque de cette manifestation sur le thème « Mieux valoriser les signes officiels de qualité dans la distribution ». Nous parlerons avec un certain nombre de représentants du domaine de l'agroalimentaire, mais également des volaillers, des représentants de la grande distribution, de la façon dont on met suffisamment ou pas en avant les produits sous signes officiels de qualité dans la distribution, dans quels que soient les circuits de distribution. Nous ferons ensemble un état des lieux de ce qui se fait et puis de ce qui pourrait être amélioré pour davantage valoriser les productions sous signes officiels de qualité. Ce sera vendredi matin à partir de 10 h. Demain, nous parlerons plus spécifiquement l'après-midi à partir de 15 h du coût et de la rentabilité d'une meilleure alimentation au moment où le coût des matières premières est au plus haut. Quelles solutions techniques, économiques, quelles innovations pour les élevages sous signes officiels de qualité. Le salon en est l'illustration, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup d'expérimentations, beaucoup d'idées qui se creusent, quels que soient les niveaux d'ailleurs, dans les plus petites exploitations ou bien auprès des grands groupes. Nous ferons demain un point sur les différentes avancées qui existent et puis nous partagerons des expériences menées par les uns ou par les autres et nous essaierons de voir également d'une façon très concrète la façon dont le coût des matières premières se répercute sur le revenu des éleveurs. Et puis aujourd'hui, nous avons comme thème une double finalement thématique. Vous l'avez vu peut-être en venant à cette conférence, à ce colloque, nous allons parler de l'antériorité du foie gras et du confort du gavage. Alors, double problématique, mais cela dit, tout est lié. Nous allons faire un petit rappel un peu historique, ou en tout cas nous allons remonter assez loin dans le temps pour parler dans un tout premier temps, dans la première partie de ce colloque, de la façon dont finalement le foie gras, tradition millénaire, s'est implanté un peu partout, et en particulier évidemment dans notre territoire. Nous allons parler avec Gérard Guy, qui est ici même, de la biologie des oiseaux, de l'aptitude au gavage de ceux-ci, manière, sans faire de jeu de mots, peut-être à tordre le cou à certaines idées reçues que certains se font évidemment un plaisir de divulguer, de promulguer un petit peu partout. Nous ferons ensuite le point avec Marie-Pierre P. du CIFOC sur l'état de la réglementation. Aujourd'hui, les exigences qui sont posées, le calendrier de ces exigences. Nous essaierons de faire le point sur la façon dont aujourd'hui la société impose, de façon plus ou moins directe, une certaine remise en question. Et puis, en compagnie de Benoît Grossior, qui nous présentera un certain nombre d'exemples illustrés, nous verrons de quelle façon, comme sur ce salon, beaucoup de choses sont aujourd'hui réalisées, beaucoup de progrès sont aujourd'hui réalisés. Le président de la Maison du Palmipède peut être fier de la façon dont ce salon aujourd'hui regorge d'idées de toutes sortes d'ailleurs. Il y a des choses très pragmatiques, très empiriques, il y a des expérimentations qu'on avait connues il y a 2 ans qui ont depuis beaucoup progressé. Il y a beaucoup, on le voit, d'innovations dans ce salon. Nous essaierons de faire le point tout à l'heure sur la façon dont ces différentes innovations concourent à un meilleur bien-être pour les animaux. Et parler du bien-être animal est une chose, parler également de meilleures conditions de travail, du bien-être, d'avantages qualitatifs pour les hommes ou les femmes qui ont choisi de faire ce métier est aussi, voire encore plus important. Je crois que tous les élus qui sont venus ce matin l'ont rappelé, ça fait d'ailleurs chaud au cœur d'entendre ces propos. Donc nous essaierons de voir avec un représentant de la MSA de quelle façon on peut évidemment améliorer le confort de travail dans une profession qui, si elle veut renouveler, c'est au niveau générationnel, ces cadres, ou du moins les personnes qui seront demain dans les exploitations, doivent savoir se poser des questions, se remettre en question également, progresser pour un meilleur confort dans le quotidien du métier de l'exploitant et du gaveur. On commence par un petit rappel historique. Vous allez prendre un micro, il est juste ici. Je vous en prie, vous allez prendre un micro, Gérard Guy, pour nous parler finalement, après un véritable rappel historique, de ce que l'on peut dire biologiquement sur le gavage. Un petit mot d'abord de présentation vous concernant, Gérard Guy. Qu'est-ce qui vous a fait étudier cette question sous un regard qui, encore une fois, est un regard, allez, on va dire scientifique, biologique, objectif? Bien, tout le monde m'entend là? Tout le monde vous entend. Donc, effectivement, on a travaillé pas mal là-dessus. Alors, je voulais déjà dire, moi, je suis Gérard Guy, donc je suis ingénieur à l'INRA. Et vous voyez que sur ce diaporama, il y a 2 noms. Il y a celui de Xavier Fernandez aussi. En fait, je me suis appuyé sur un diaporama qu'il a présenté auprès des parlementaires européens à Bruxelles il y a quelques mois.
J'en ai fait la traduction en anglais. Maintenant, c'est un travail auquel j'ai beaucoup participé personnellement, donc je ne devrais pas être trop gêné pour pouvoir vous parler de cela aussi. En fait, vous me posiez la question pourquoi on a travaillé là-dessus. Tout simplement parce qu'il y a effectivement des voix qui s'élèvent pour pointer du doigt le gavage comme une activité qui serait vraiment horrible vis-à-vis de l'animal. Donc notre travail a été d'y voir un peu plus clair et d'essayer d'apporter des éléments d'éclairage par rapport à ces choses-là. Et donc vous verrez au cours de mon déroulé que finalement, moi, mon sentiment est que c'est une pratique qui n'est pas si déshonorante que cela, et que lorsqu'elle est bien pratiquée, elle est tout à fait acceptable à mon avis, mais je vous en donnerai les éléments qui permettent d'en attester. Parfait, alors on va dérouler votre présentation, parce que c'est une présentation imagée, et ensuite, évidemment, on essaiera de converser ensemble et de recueillir vos différentes impressions. Gérard, je vous en prie. Voilà, donc on va s'attarder sur des considérations générales. Alors, tout d'abord, pour expliquer que le foie gras, effectivement, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, ça remonte à 4500 ans, puisque les Égyptiens avaient remarqué que les oiseaux qui venaient hiberner sur les bords du Nil, au moment de repartir, le surconsommaient et s'engraissaient. Et donc c'était pour eux un moyen, éventuellement, d'avoir des animaux très gras, à la fois d'avoir des sources de graisse pour conserver les aliments. Et donc ils ont eu l'idée de capturer des oiseaux et de les engraisser donc, de force, et pour avoir des stocks de gras. Plus tard aussi, il y a des populations qui ont trouvé dans ces graisses des substituts au saindoux. Donc voilà, d'où est parti le gavage dans un premier temps. Puis à cette époque-là, c'est surtout la graisse en fait qu'on recherchait. Ce n'est que bien plus tard, 2500 ans plus tard, que les Romains en fait ont commencé à s'intéresser au foie gras en tant que produit tel quel. Donc là, on a sur ce diaporama donc, des fresques qui attestent de la pratique du gavage à l'époque. Bon, voilà. Alors, ça, je l'ai déjà indiqué. Et il faut dire qu'aujourd'hui, de nos jours, eh bien, en fait, souvent sur les fresques des Égyptiens, on voit des grues. Aujourd'hui, ce ne sont plus des grues qui seront gavées pour faire, cette fois, du foie gras, de nos jours, principalement, même si, bien entendu, la viande peut être valorisée. Et en fait, on a des animaux qui ont été sélectionnés plutôt pour le foie gras. Donc, on a le canard de Barbarie ici, les oies grises type oie des Landes, et les canards mulards, qui sont un hybride entre un mâle Barbarie et une femelle commune. Donc, tout d'abord, regardons un peu ce qui se passe. Hein. Donc, les oiseaux ont des remarquables capacités d'élargir leur bouche et pour dilater leur oesophage pour manger des grosses proies, en particulier les oiseaux piscivores. Alors, ici, vous avez un héron. Vous voyez un peu qui a mangé une brème qui est un poisson particulièrement plat. Et donc, quand il va l'avaler, il est bien évident que ça va provoquer une déformation de l'ésophage, mais qui ne lui pose nullement problème. Et tout ceci, si vous voulez, ça peut être utilisé pour relativiser l'impact d'un embucage qui peut être décrié. Un embuc, c'est bien moins gros qu'un poisson comme ceci. Alors, cette morphologie particulière des oiseaux, donc on peut la voir là par ailleurs, avec un alignement parfait entre la tête et le cou chez cet animal qui est symbolisé ici. Et d'autre part, contrairement à nous autres humains, il y a absence de glotte cartilagineuse, si bien que en fait, l'embucage se fait de façon parfaite et sans difficulté. J'imagine bien qu'il doit y avoir quelques gaveurs dans la salle et qu'ils le savent très très bien. Donc, par ailleurs, le tube digestif, il y a une production naturelle de l'œsophage qui permet à l'animal d'ingérer des petits cailloux. Ces cailloux vont être arrêtés après au niveau du gésier. Et donc, en fait, ça va servir à l'animal pour broyer les grains. Et donc, en fait, l'œsophage est complètement adapté à tout ce qui peut être a priori un petit peu abrasif, et l'animal s'en accommode très bien sans aucune difficulté. Bon,
Par ailleurs, les palmipèdes sont des animaux qui ont de fortes capacités d'adaptation, même si parfois c'est transitoire. Il y a des pics où ils mangent beaucoup, d'autres où ils mangent un peu moins. Mais tous ces animaux-là sont capables d'ingérer des quantités d'aliments phénoménales et qui sont voisines, voire même parfois supérieures à celles d'un ingéré de gavage au plus fort de la courbe. Par exemple, j'ai mesuré, moi, des consommations d'aliments de 800 grammes par jour pour les canards. Ça, c'est une moyenne, ce qui veut dire qu'il y avait peut-être des individus qui pouvaient faire 1 kg au lieu de 500 grammes, éventuellement. Mais ça, j'avais du mal à le savoir. Et que, par exemple, les oies sont reconnues comme capables d'ingérer environ 3 kg de carottes sur une période de 24 heures. Donc, les animaux qui sont quand même, d'une manière générale, très, très gros consommateurs. Alors, si on considère un élevage de palmipèdes dans le cadre d'une production de foie gras, il y a 2 phases. Il y a la phase d'élevage qui dure à peu près 90% de la vie, c'est-à-dire que selon les espèces, ça peut être de 10 à 15 semaines, 10 semaines plutôt pour les canards et 10 à 12, on va dire plutôt 15 pour les oies. Alors, en général, les personnes qui travaillent là-dessus, ce sont des fermiers qui ont un certain niveau de compétence, notamment par rapport à cette activité. Il y a un accès à un parcours dès l'âge de 2 semaines, et on voit bien par exemple que là, ces canards se trouvent dans des situations qui sont quand même relativement sympathiques pour eux, dans des milieux enherbés, avec souvent des densités qui sont très faibles, puisqu'on a 5 à 6 mètres carrés de disponibles par canard en moyenne. Donc, et l'alimentation qui leur est proposée est 100% végétale, et bien entendu, elle a été étudiée en faisant des mélanges pour respecter les besoins des animaux. Alors, il y a en fin d'élevage ce qu'on appelle une période de pré-gavage, qui est une préparation spécifique, et qui a pour but de dilater l'ésophage pour habituer l'animal aux ingérés qu'il va devoir supporter pendant la période de gavage. Et donc, en fait, on voit très bien ici que, voilà, avant la préparation, vous avez un animal, et puis ici, vous avez l'animal qui, par des techniques de rationnement puis relâchement successifs, par exemple, a pu augmenter ses capacités d'absorption sans que l'homme n'ait à y mettre la main. Donc, la phase d'engraissement ou de gavage dure de 10 à 17 jours. Donc, elle est progressive. Il y a 2 repas par jour pour les canards. En règle générale, un nombre plus important qui peut fluctuer plutôt de 3 à 4, 5, voire même exceptionnellement 6 pour les oies, puisque les oies sont reconnues pour avoir des capacités d'ingestion moins prononcées que les canards. Donc, l'aliment exclusif du gavage, c'est le maïs, qui peut être distribué soit en grains, soit en farine. Et donc, cette étape requiert un apprentissage et une grande technicité de l'opérateur. Moi, j'ai vu que, finalement, là, il y avait maintenant des formations chez les périgourdins au gavage. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative, à titre personnel. Je profite pour faire un aparté. Parce que, bon, souvent, c'était acquis comme ça par le voisin qui montrait. Mais là, le fait d'avoir une formation vraie, ça me paraît très intéressant. Et peut-être tout à l'heure, on en reparlera ensemble, votre avis là-dessus. Est-ce que c'est intéressant ou pas? On se le garde dans un coin de la mémoire pour ouvrir tout à l'heure les questions et pourquoi pas prendre votre témoignage et votre sentiment sur ce point-là. Je vous laisse continuer. Alors là, ici, j'ai fait un tableau, on va peut-être pas regarder tout, mais c'est pour voir la progression par rapport à ce qui se passait il y a à peu près une vingtaine d'années. Et on voit que les pratiques évoluent. Par exemple, en 91, la taille des bandes en gavage était de 73 individus. La durée du gavage était proche de 16 jours. Il fallait presque 12,5 kg de maïs pour faire 500 grammes de foie. On voit qu'en 2010, on a un nombre d'individus traités par bande qui a considérablement évolué. La durée du gavage s'est réduite de plus de 3 jours. On a économisé 2,5 kg de maïs et finalement, on a un peu plus de foie gras. Alors c'est dû à la fois à la technicité, probablement, au matériel, mais aussi aux sélectionneurs qui sont présents sur le salon et qui font un travail qui permet d'avoir des animaux qui sont de plus en plus réceptifs à cette technique de gavage et à la production de foie gras. Donc, maintenant, un petit mot sur l'historique du logement.
On a vu tout à l'heure que les canards étaient sur des parcours en phase d'élevage et puis en phase d'engraissement. Donc pendant une durée de 10 à 10 jours, eh bien, il y a des logements spécifiques. Alors il y a 60 ans, donc, on voit qu'il y avait des parcs sur litière. Donc, et puis après, on est passé au parc collectif ici. Bon, vous voyez qu'à cette époque-là, je pense que cette photo a été mise ici pour illustrer qu'il y avait quand même beaucoup à dire et des progrès à faire. Et donc aujourd'hui, on a des bâtiments modernes pour faciliter les manipulations. Pendant cette phase qui représente, je le répète, pas plus de 10% de la durée totale du gavage. Ensuite, il y a eu la cage individuelle qui a été quelque chose qui a été, je crois, très très apprécié de la part des opérateurs parce que ça permettait de réduire la pénibilité. Mais on le sait tous, cette cage va être interdite au niveau de la réglementation européenne et à la fin de l'année 2015, on ne pourra plus continuer. Donc elle sera remplacée par les parcs collectifs dont on vous reparlera tout à l'heure. On va en parler dans quelques minutes. Voilà, voilà, ça va être remplacé. Alors aujourd'hui, il y a une volonté de remplacer ça. Ça a un coût. Voilà, donc, et sachez simplement qu'à l'heure actuelle où je parle, il y a environ seulement 30% des ateliers qui sont équipés comme ça et qu'il faudra que ce soit 100% d'ici quelques années. Comment évolue le foie au cours du gavage? Donc, en fait, il faut savoir déjà que la particularité des oiseaux, c'est que le foie est le site principal de la synthèse des lipides. Par exemple, pour les mammifères que nous sommes, c'est différent. Le tissu adipeux, d'autres tissus peuvent synthétiser des lipides. Là, chez les oiseaux, c'est pratiquement 100% le foie. Alors, un animal, lorsqu'il s'alimente, donc il va ingérer des lipides, des acides gras et puis du glucose. Et le glucose, en fait, il le tire à partir de l'amidon du maïs qui va être dégradé en unités de glucose, qui va arriver au foie. Et c'est à partir de ces unités de glucose qu'on va fabriquer des nouveaux lipides, lesquels lipides vont être exportés vers le tissu périphérique pour faire du tissu adipeux, et puis une partie peut être stockée aussi dans le muscle. Mais lorsqu'on a un déséquilibre, notamment lors du gavage, avec des synthèses très très importantes de lipides, lorsqu'on a un équilibre entre la lipogénèse et un animal qui n'est pas capable d'exporter tous ces lipides qui sont synthétisés, eh bien c'est alors qu'on a la formation du foie gras, en l'occurrence la stéatose, qui est un état non pathologique d'augmentation de la taille du foie et de son état d'engraissement. Alors, il y a très rapidement, on va dire qu'il y a des animaux qui s'y prêtent mieux. Tout à l'heure, j'ai présenté les espèces qui étaient retenues pour le gavage. C'est pas par hasard, parce que par exemple, on a testé deux types d'oies là, donc les landaises et les polonaises, qui sont des oies blanches. Et vous voyez que quand on les gave, il y en a une qui a une facilité très très prononcée à exporter les lipides. Donc celle-là va surtout s'engraisser au niveau du tissu sous-cutané. Par contre, l'oie landaise va faire plutôt du foie gras parce qu'elle a plus de difficultés pour exporter ces lipides qui sont synthétisés. Donc, vous voyez par exemple, eh bien, sur une expérimentation, on voit qu'on a obtenu 1 kg de foie pour les oies landaises et seulement 485 grammes pour ces oies polonaises, qui sont des oies à chair mais qui ne sont pas utilisées pour le gavage pour cette raison. Donc, comment se développe le foie gras? Eh bien, on voit qu'on a ici, au cours du temps, une alimentation, une quantité de maïs qui augmente, et puis on a le foie qui augmente brutalement dans un premier temps, et puis après fait une certaine stagnation, et puis il augmente à nouveau. Donc, ici on va peut-être pas s'attarder là-dessus, simplement il faut savoir que, outre le poids de foie, et bien entendu sa composition va changer, et notamment, eh bien, il va de plus en plus, ici, les matières grasses, donc en grammes, et ici en pourcents, vont s'accumuler dans cet organe, donc qui va devenir de plus en plus gras. Les contenus en graisse du foie sont variables. Pour les oies, c'est environ 55%, 60% pour les muards, et près de 63% pour les canards de Barbarie. Alors, si vous voulez, l'idée, c'est aussi que finalement, quand on connaît un petit peu ce qui se passe au niveau qualitatif, plus il y a de lipides et plus ça fond. Donc les foies des oies sont réputés pour être moins fondants. Et puis, quand on regarde un peu plus dans le détail,
on s'aperçoit qu'il y a l'acide oléique qui est le principal acide gras présent, donc vous voyez autour de 50 à 60% selon les espèces. Et ça, si vous voulez, je pense que tout le monde a entendu un peu parler du French paradox. Ça veut dire que le foie gras, dedans, il y a des compositions lipides qui sont a priori de qualité diététique assez favorable. Ça n'est pas un mauvais gras pour la santé des êtres humains. Donc, au niveau des caractéristiques histologiques, eh bien, ici... Ce qui est bien, c'est que dans cette assemblée, personne ne va vous contredire à ça. Je vous demanderai comment ça s'est passé à l'Union Européenne. Alors... Ouais. Mais Yves Cochet n'est pas là, je ne l'ai pas vu pour l'instant. Donc, ceci dit, la contradiction, moi je l'accepte. Non, mais on peut discuter. Je vous laisse continuer. Donc là, ici, on a présenté, là, c'est un travail de Madame Bénard, donc, qui est de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, qui a caractérisé ici des hépatocytes qui proviennent d'un foie, je suppose, cirrhotique, et on voit... Alors là, bon, c'est pas forcément facile à voir ici, mais moi je la crois sur parole. Ce qui est noté, c'est qu'on a des hépatocytes en état de dégénérescence, ils sont déstructurés, et puis l'accumulation des lipides se fait centrolobulaire, c'est-à-dire au milieu. Alors que quand on a la formation du foie gras, eh bien en fait, on a des vacuoles lipidiques, l'intégrité de la paroi de ces hépatocytes est préservée, et en fait, quand on regarde l'agrégement, eh bien ça va depuis le bord de la cellule hépatique vers le centre, ce qui est complètement différent d'un cas de foie cirrhotique par exemple. Et donc la structure du foie, de ce fait, présente une absence de signes pathologiques. Donc que se passe-t-il si lorsqu'on a gavé un animal, les gaveurs qui sont dans les salles vont se dire à quoi ça sert de gaver si on arrête? Eh bien c'est tout simplement pour voir ce qui se passe, et on s'aperçoit que alors moi j'ai tout entendu, il y a pas longtemps on m'a dit en 2 jours c'est revenu à l'état normal. Bon, non, c'est pas 2 jours, c'est beaucoup plus que ça, hein. Mais vous voyez que par exemple ici pour des oies, au bout de 15 jours, des foies qui pesaient plus d'1 kilo sont revenus donc à un poids d'environ 270 grammes, et puis qu'au bout de 30 jours, on peut estimer que le foie est revenu à sa taille normale, donc à son état ici. Et si on fait des observations histologiques, eh bien le foie est exactement comme il était au départ, avant le gavage. Et donc c'est vrai pour l'oie et pour le canard. Si on regarde maintenant la fonctionnalité, ici vous avez ce qui se passe au cours de gavage en matière de sécrétion d'insuline. Et on voit qu'on a des différences qui sont tout à fait compréhensibles par rapport au fait que l'animal, s'il a un rythme alimentaire qui est plus soutenu, il doit en tenir compte, et au niveau des sécrétions d'enzymes et toutes choses qui peuvent aider à la digestion, bien sûr il le faut. Par contre, l'animal arrive à réguler sa glycémie. Donc ça c'est un travail qui avait été fait, auquel j'avais participé avec des collègues de l'INRA de Tours. Ça montre que le foie gras, même lorsqu'il est en état de gavage, eh bien, il conserve son état de fonctionnalité par rapport à ses fonctions générales. Et c'est heureux parce que sinon l'animal mourrait, bien entendu. Alors, le gavage induit-il stress ou douleur? Voilà une expérimentation à laquelle j'ai participé également et qui montre, en fait, il faut imaginer une salle de gavage avec des cages individuelles dans lesquelles on a fait circuler à la fois un gaveur qui est symbolisé par cette courbe rouge ou alors un inconnu qui est symbolisé par la courbe bleue. Et donc, au bout de 4 repas de gavage, on a fait circuler les 2 personnes, on a regardé ce qui se passait, on a vu qu'en moyenne, à 3 cages de distance de l'individu, eh bien, le canard rentrait sa tête d'un air de dire « je rentre chez moi parce qu'il y a quelqu'un qui arrive ». Et on a continué, on a fait la même expérience au bout de 10 gavages, et on s'aperçoit que là, le gaveur fait rentrer le canard lorsqu'il est à une distance de 1,5 cage, alors que pour l'inconnu, c'est pratiquement 4 cages. Traduction, le canard est capable de reconnaître le gaveur et il ne l'interprète pas comme une personne qui lui fait peur, il est plus impressionné
par l'individu. Vous avez exactement le même résultat à 14, même si l'écart diminue. Donc par la suite, le canard finalement finit par s'habituer au passage. Et puis vous voyez que là, il n'y a plus la petite étoile, ça veut dire que c'est pas significativement différent. Et on fait intervenir un deuxième inconnu qui, celui-là, n'est jamais venu. Vous voyez qu'il est encore au-dessus. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le canard reconnaît les personnes, il n'exprime pas d'aversion par rapport au gaveur, et qu'on sait aussi qu'une familiarisation à l'homme peut être très très intéressante par rapport aux conséquences comportementales que peut avoir l'individu en période d'élevage après. Quand je dis familiarisation à l'homme, c'est par exemple des manipulations très précoces de ces animaux par l'être humain. Alors là, vous avez à droite, ne soyez pas trop étonnés, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais on va essayer de passer très rapidement. On a essayé de savoir si les animaux étaient stressés, et donc on a mesuré la corticostérone, qui est un marqueur de stress aigu chez des canards. Alors, on l'a fait, par exemple, ici, si vous voyez, c'est après un gavage. Donc ici, c'est avant le gavage, et après, c'est le gavage. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de différence. Et puis, on l'a fait ici, avant un traitement qu'on a appelé un traitement de contrainte physique, à savoir mettre le canard pendant 5 minutes dans un sac comme ceci. Et on a mesuré, après cette période-là, le taux de corticostérone, et vous voyez qu'on a une élévation. Traduction, au milieu, c'est les deux cumulés. Traduction, lorsque le canard est gavé, il n'exprime pas d'élévation du taux de cette hormone. Quand il est mis dans un sac, il en exprime. Et vous voyez qu'après 8 jours, donc ces canards, là on a fait 3 essais, on n'a jamais eu en matière de stress visible après l'opération de gavage. Si on les met dans un sac, les mêmes canards, ils vont exprimer un stress. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, l'acte de gavage n'est pas perçu par l'animal comme une source de stress par les canards. Alors, j'aurais dû être plus précis et de préciser lorsqu'il est en cage individuelle. Parce que, ma foi, quand on fait l'expérience en parc, le fait d'avoir plusieurs fois à chahuter les canards, eh bien, éventuellement, on peut trouver un petit quelque chose, mais qui est plus lié au dérangement des canards qu'à l'acte de gavage lui-même. Là, ici, c'est un travail qui a été fait donc, par Jacques Servière, qui est un collègue et néanmoins ami, qui travaille dans le domaine des neurosciences, et qui a essayé de savoir si finalement le canard percevait une douleur suite au gavage, à l'embucage et des choses comme ça. Alors, en haut, vous avez des canards, des œsophages, des tractus digestifs de canards gavés, donc plutôt en fin de gavage, et qui montrent, vous les voyez, ils sont parfaitement blancs. Et puis en bas, chez un canard, on va dire cobaye, anesthésié, qui n'avait aucune perception de ce qui lui arrivait et qui a été sacrifié avant qu'il puisse se réveiller, on a donc déposé de l'huile de moutarde, qui est un produit extrêmement irritant, et donc après, on a injecté un colorant bleu. Et partout où il y a de l'inflammation, si vous voulez, vous avez des traces de bleu qui apparaissent. Alors vous voyez, quand il y a quelque chose qui est inflammé, c'est franchement bleu. Et en fin de gavage, eh bien, on n'a rien ou approximativement rien chez les canards qui sont gavés. Donc, alors par contre, on a eu une fois un accident. Bon, je pense que chaque gaveur sait ce que c'est quand on a un mauvais embucage et puis qu'on déchire. Là, effectivement, c'était bleu. Mais lorsque le canard, en fin de gavage, a terminé cette opération et que l'opération s'est bien déroulée, eh bien on est en mesure de montrer que finalement le tractus n'est pas du tout irrité, et on peut le vérifier aussi avec ce qu'on appelle des analyses anatomo-pathologiques. Dernier point, c'est quelques résultats récents. Alors pour ceux qui me connaissent, moi j'ai été pendant 11 années le directeur de la station INRA à Benquet. Depuis un peu plus de 2 ans, je ne le suis plus. Et donc, j'ai été volontaire pour aller étudier ce point. Est-ce que les animaux sont capables d'engraisser leur foie sans qu'on ait recours au gavage? Donc, j'avais demandé à travailler là-dessus. Alors, ce qu'on m'a dit, peut-être certains qui sont parmi les plus anciens parmi vous,
savent qu'à un moment, il y avait eu des études qui avaient été menées avec destruction du centre de la satiété au niveau cérébral, et puis on arrivait finalement à générer des hyperphagies chez ces animaux. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, je vous arrête tout de suite, ça c'est encore pire que le gavage. Donc c'est inacceptable, et donc c'est pas la voie. Moi on m'a dit, il faut que tu arrives à faire quelque chose en t'appuyant sur le comportement migratoire des oiseaux et rien que du naturel. Donc, effectivement, on a remarqué, les Égyptiens, ils ne nous ont pas attendus, il y a 4500 ans, ils l'ont remarqué aussi déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, c'est en fonction des rythmes lumineux, des choses comme ça. Donc, on sait que les animaux sont capables de faire 100% de gain de poids, c'est-à-dire ils doublent leur poids, et qu'ils vont stocker des lipides. Alors souvent, les spécialistes vous diront « ouais, mais c'est en sous-cutané ». Oui, mais c'est quand même aussi un peu dans le foie. Ici, vous avez des foies de canard pilé qui ont été tués aux États-Unis par des chasseurs, et on voit bien qu'il y en a un des deux qui est plus engraissé que l'autre. Alors, on sait aussi que, par exemple, c'est au moment de l'automne, lorsque la réduction de l'éclairement va s'opérer, que finalement, on va avoir éventuellement des animaux qui vont avoir un signal qui va déclencher en disant il faut que tu manges, il faut que tu constitues des réserves. Donc on s'est appuyé là-dessus, et moi j'avais choisi comme animal cible l'oie plutôt que le canard, parce que ça me paraissait d'un point de vue phylogénique plus proche des migrateurs. L'oie, j'entends, l'oie landaise agavée. Donc alors on a essayé de les stimuler, on leur a donné du maïs, on a fait une réduction de l'éclairement, on a fait ça en période froide, parce que je pense que vous le savez aussi, mais les animaux ils vont manger plus facilement quand il fait froid, quand il fait chaud, on a beaucoup moins d'appétit. Il n'y a pas que les animaux d'ailleurs, il n'y a pas que les oiseaux, donc c'est comme ça. Donc on a fait ceci. Donc là, ici vous avez le détail de la procédure que j'ai eue. Ça n'a pas trop d'importance, je ne vais pas insister trop longtemps là-dessus, mais on va passer ensuite à ce qui s'est passé. Alors on s'aperçoit qu'effectivement, au début, finalement cette année-là, j'avais des animaux qui étaient avec granulés, je leur ai proposé du maïs, et on s'aperçoit que au début, ça leur plaît pas trop le changement. Alors depuis on a réussi à régler ça, mais qu'après finalement ils mangent, et que en fait ils ont plusieurs jours avec un ingéré moyen par individu qui est autour de 500 grammes, et puis ça diminue. Alors la procédure là en l'occurrence elle a duré 12 semaines, entre l'âge de 19 semaines, vous voyez c'est des animaux assez âgés, et jusqu'à 31 semaines. Et donc, on a suivi aussi les températures. Vous voyez qu'il y a des fois, on était à des températures de l'ordre de 1 degré, donc c'était en période hivernale, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous faciliter la tâche. Donc, le poids de foie, 19 semaines, donc on est parti avec des foies qui faisaient environ 100 grammes, et puis alors là, on avait 6 cellules. Alors, on ne voit pas très bien là-dessus, mais on verra mieux tout à l'heure. Vous voyez que globalement, on a quelque chose qui augmente, à savoir que finalement le poids de foie augmente, et jusqu'où on est allé, en fait la moyenne du poids de ces foies après 500 grammes à chaque stade, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines et 12 semaines, stade ultime, lorsque les animaux ont 31 semaines d'âge, on abat 30 sujets, et on s'aperçoit que les 30 sujets tous ensemble, en moyenne, ils ont fait 514 grammes de foie sans que l'homme y touche. Donc, par contre, quand je vous dis 514 grammes, éventuellement, j'avais des foies qui faisaient 1 kg, il y en avait d'autres qui faisaient 200 grammes. Donc, une énorme hétérogénéité dans la réponse. C'est pas comme quand on gave. Quand on gave, on sait que tous les foies, ils vont être à peu près engraissés. Là, il y en a qui ne le sont pas du tout, il y en a qui le sont beaucoup, il y en a qui le sont moyennement. Donc ici, vous avez la visualisation de... En fait, c'est la synthèse de ça. Donc vous voyez qu'on a une augmentation du poids de foie. Et puis ici, c'est l'augmentation de l'engraissement. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, on est parti de 5% de lipides dans le foie jusqu'à 50%, ce qui montre bien que les animaux, par eux-mêmes, ils sont capables d'augmenter leur poids de foie et de stocker des lipides dans cet organe qui, je le rappelle, est l'organe de synthèse majeur. Alors, à nouveau, grâce à Madame Bénard, on a fait des analyses histologiques, et donc voilà 2 exemples. Je ne vais pas les commander parce que moi je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait,
On a des inclusions lipidiques avec des vacuoles. Donc, il y a préservation de l'intégrité des membranes et il y a une absence de réponse inflammatoire. Et pour être clair, pour faire court et synthétique, quand on demande à Madame Bénard si elle est capable de faire la différence entre un foie qui est obtenu comme ça, d'un point de vue histologique, j'entends, avec un foie gras, eh bien, il est exactement pareil. Donc, voilà, en voilà un. Donc, voilà un exemple de quelque chose qui a pu obtenir et être obtenu. Donc, bon, la conclusion de cette affaire, c'est que l'engraissement spontané du foie peut être induit en simulant les conditions pré-migratoires, en période hivernale notamment, et cela confirme que le gavage exploite bien les particularités physiologiques spécifiques des palmipèdes. Voilà, conclusion générale, c'est que, bon, d'une part, il ne faut pas oublier que le gavage, c'est une activité qui est bien plus courte que toutes les pratiques d'élevage habituelles. C'est 2 semaines seulement sur un ensemble de 4 mois, qu'au cours de cette procédure, il n'y a aucune évidence scientifique, à mon avis, qui indique qu'il génère plus de stress ou de douleur qu'une autre partie de l'élevage. Par contre, maintenant, ce dont on est sûr, et sur les sites des anti-gavages, vous trouverez des éléments contraires qui sont affirmés, c'est que il est clairement démontré qu'un engraissement spontané du foie est possible, ce qui confirme donc que la production de foie gras tire ses origines dans des aptitudes spécifiques qu'ont ces animaux. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on vous a dit évidemment CQFD. Et quand on vous applaudit, merci beaucoup pour cette démonstration. Alors, Gérard Guy, vous l'avez dit tout à l'heure, cette présentation, elle a été effectuée pour être présentée à des personnes peut-être pour qui, comment dire, il y avait nécessité à vulgariser ou en tout cas à tordre le cou à quelques idées reçues. Donc vous nous avez fait finalement la genèse du pourquoi on a fait cette présentation. Moi j'ai envie de vous demander, et la conclusion alors, quand vous avez terminé, quelles ont été les questions? Là je vous vois les questions à la salle dans quelques instants, mais quelles ont été les principales questions qui sont ressorties des personnes que vous aviez face à vous, des élus, etc. Vous avez face à vous quand vous avez... Effectivement, je crois qu'il y a eu du débat parce que, bon, parmi nos représentants au Parlement européen, je pense que même si, à mon avis, ils ne sont pas les plus nombreux, il y a quand même des gens qui ne vivent pas et puis qui ont décidé une fois pour toutes que c'était pas bon pour l'animal, donc n'accepteront pas ce type d'argument. Mais moi, je le dis, tout ce que j'ai présenté, là, à 80-90%, j'ai participé à ce travail-là. Donc je sais de quoi je parle, et je peux le marteler, ça existe, je peux le montrer, mais il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Alors malheureusement, ce n'est pas moi qui étais à Bruxelles, c'était Xavier Fernandez, hein, donc je ne peux pas vous dire exactement quelle a été la réaction de la salle. Ce que je sais par contre, parce que je l'ai vu, c'est qu'il y a certains eurodéputés, Yves Cochet pour la France, mais il y en a, je crois, des pays scandinaves, de l'Allemagne aussi, qui ne sont pas très nombreux, mais qui réfutent complètement ces choses-là. Maintenant, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Après, cela dit, ça fait, vous connaissez aussi le job aussi bien que nous, parce qu'il y a des débats sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec celui-ci, comme le réchauffement climatique. Chacun peut y arriver aussi avec des démonstrations, et on voit bien le choc parfois de la démonstration scientifique versus l'autre démonstration scientifique. Mais je vous dis, par exemple, sur les derniers éléments que j'ai présentés, là, à savoir l'engraissement des foies de palmipèdes, moi, s'il a la patience, je veux bien qu'un sceptique se tienne pendant 12 semaines devant la salle pour vérifier que je ne viens pas les gaver la nuit en cachette et que les animaux s'engraissent bien tout seuls, et il va voir. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure dans votre intervention, Gérard Guy, ce qui touchait spécifiquement à la mise aux normes avec le calendrier que vous avez rappelé. J'ai demandé à Marie Carpé de bien vouloir nous rejoindre sans plus tarder pour peut-être faire un petit point étape maintenant sur là où nous en sommes, parce que la présentation, j'allais dire, historique, biologique, scientifique effectuée, c'est intéressant de faire le point sur la nécessité imposée, la nécessité de ce fameux bien-être animal, et ensuite nous verrons très concrètement comment les avancées et les innovations techniques répondent à cette nécessité de bien-être animal, et surtout comment elles répondent également à des attentes ou à des besoins physiologiques, mais au niveau des gaveurs, au niveau de l'humain.
Alors, ça sera les deux volets lesquels nous allons débattre maintenant. D'abord, Marie-Pierre, une fois peut-être que la présentation sera chargée, merci à Marie de la collaboration technique. Avant même l'arrivée des diapositives, Marie-Pierre, d'abord un petit rebond sur ce qui vient d'être dit et présenté. Ce sont des sujets, je sais bien, comme ça on va passer d'un sujet polémique à un autre, avec le fond d'écran. Alors, oh, si vous voulez, on peut faire un débat groupé, après comme ça sera beaucoup plus simple. Mais cette démonstration scientifique, c'est pas la première fois que vous la voyez, que vous l'entendez. À votre avis, comment est-ce qu'elle est perçue, entendue de la part de celles et ceux qui, ma foi, pourraient être à l'origine d'une réglementation dont vous avez nous parlé tout à l'heure en matière de calendrier? On va voir dans le déroulement de la réglementation propre au bien-être animal et en particulier pour ce qui concerne notre filière, que ces éléments sont récents, puisqu'ils sont basés quand même, hormis quelques éléments d'anatomie, etc., mais sur des études qui ont été menées depuis 1998 et qu'il y a quelques partis pris qui ont été pris au niveau européen avant. Ce que l'on peut observer, constater quand la projection a pu être faite à Bruxelles, c'est qu'effectivement il y a une méconnaissance finalement de ces éléments basiques, enfin basiques entre guillemets, enfin de ces éléments fondamentaux ouais. Sur l'anatomie et la physiologie des palmipèdes, et qu'en fait ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on fait de l'anthropomorphisme, qu'on considère qu'un appareil digestif humain est pareil de celui d'un canard. Et notamment, on pense que on joue par similitude. L'œsophage d'un canard c'est élastique, celui d'un être humain c'est cartilagineux, donc ça n'est pas extensible. Et effectivement, avec tout un ensemble de rapprochements et d'idées reçues qui peuvent être véhiculées par des pros de la communication, on peut véhiculer de fausses idées et finir par convaincre des gens qui sont très loin du monde animal ou de l'agriculture, maintenant de plus en plus, on est de plus en plus éloigné de l'agriculture malheureusement, on peut finir par convaincre des gens qui ne prennent pas le soin de vérifier les informations. Alors, donc c'est aussi les batailles de communication. Il y a le côté, études morphologiques, mais dans ce que vous avez présenté, il y a aussi un côté lié au stress, qui est souvent le deuxième aussi argument. Hein. Voilà. Ça veut dire qu'au moment où vous allez rappeler la chronologie, elle s'affiche à l'écran, donc ça je laisse à chacun le temps de la voir, ça évite de re-rentrer dans les détails puisque nous en avions déjà parlé, et puis je pense qu'elle est pour beaucoup évidemment connue. Le fait qu'il manquait peut-être des éléments comme cela scientifiques, des éléments de comparaison scientifique, ça peut expliquer, selon vous Marie-Pierre, qu'à des moments donnés, il y a eu des directions de prise en matière de réglementation, c'est-à-dire le manque de données objectives. Oui, tout à fait, on va le voir. Je vais essayer de l'apporter, ce sera à diapo d'après, mais effectivement, il y a un rapport scientifique vétérinaire réalisé en 98 justement, qui a été basé sur une visite un peu empirique de quelques spécialistes vétérinaires, mais on n'avait pas à cette époque toutes les données qui démontraient par exemple la réversibilité de l'encaissement du gavage, les questions de stress, tout ça n'était pas démontré depuis. Ça a été démontré, or persiste ce fameux rapport scientifique du comité scientifique vétérinaire de 98 où il est conclu qu'il semble que le gavage soit préjudiciable au canard. Voilà. Donc il y a tout ce travail et toute la communauté scientifique française s'est mobilisée là-dessus pour élaborer cet argumentaire et c'est effectivement un très très bon point. On peut d'ailleurs les en remercier chaleureusement pour la filière. Pour la filière, voilà. Après, il y a évidemment tout le travail d'information, de lobbying. J'ai vu quelques élus là, qui étaient là présents ce matin, certains nous ont rejoints là. Il y a tout un travail aussi de vulgarisation et de diffusion de l'information à faire derrière. Parce que la donnée brute, c'est une chose, l'explication et finalement la prise en considération, ça n'est une autre. Voilà, tout à fait. Puis après, je pense qu'une fois qu'on a apporté cette démonstration scientifique, on sera en face de personnes qui, de toute façon, n'aiment pas le foie gras, n'aiment pas les produits animaux. Moi, je ne mangerai pas d'huîtres, par exemple. Et donc, j'arrive à comprendre que des gens ne peuvent pas manger le foie gras parce qu'ils n'acceptent pas l'idée qu'on puisse gaver un animal, etc. Donc, après, on est sur une question de culture, d'échanges culturels et de particularités qui sont nos fondements. En Norvège, on mange. Très bien se comprendre quand on regarde ce qui se fait à droite à gauche, dans le monde. Tout à fait. Les uns les autres n'ont pas les mêmes habitudes qu'en Asie, par exemple, ou en Norvège, on mange les harengs fermentés pendant 100 jours. Alors, franchement, ça doit être une particularité norvégienne, certes, mais moi, je ne m'en vois pas manger non plus. Hein. Les huîtres, je ne peux pas les avaler non plus. C'est comme ça.
Donc après, c'est une question de respect des cultures mutuelles. Nous, on a apporté la démonstration qu'on respecte le bien-être des animaux quand le travail est bien fait, bien sûr. C'est pour ça que quand vous avez relevé l'aspect de formation, d'expérimentation, il y a certainement encore un travail d'accompagnement à mener qui se fait dans la filière. Mais après, voilà, ce qui est choquant dans les associations, c'est leur partialité et puis leur intolérance. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est face à un calendrier. La première rappelé le contexte dans on lequel est très loin de la protection des animaux. Voilà, c'est une convention qui a été prise en 1976 par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est une instance totalement différente des instances de la Commission européenne, puisque le Conseil de l'Europe c'est beaucoup plus vaste, c'est au moins une quarantaine de pays, avec des missions autres qui sont des missions éthiques par rapport aux droits des hommes, mais également il y avait, je ne sais pas s'il persiste encore, un comité permanent sur la protection des animaux, qui est à l'origine d'une convention générale sur la protection des animaux et qui dit qu'on doit porter soin aux animaux, les nourrir, les alimenter, etc. Ensuite, toute la partie réglementaire qui concerne le foie gras concerne plutôt la définition des produits. Et c'est donc depuis 1991, ça a été un des premiers ateliers de l'interprofession, ça a été de contribuer à avoir une définition européenne du foie gras. Donc c'est pour cela que depuis, on a spécifiquement défini le foie gras dans ce règlement de 91 comme provenant d'un animal spécifiquement engraissé par gavage. Donc ça, c'est un complément, mais c'est important. Et 2 ans après, on avait pu faire, et notamment le président Emmanueli était aussi acteur dans ce domaine-là, pour faire définir le magret. Ça a été fait au niveau français en 86, donc en France, mais cette définition a été reprise après au niveau européen dans le règlement de 93. Donc ça, c'est sur la définition des produits. Ensuite est venue au niveau européen une directive qui reprenait finalement la Convention européenne du Conseil de l'Europe. La directive dépend de la Commission européenne, donc de l'Union européenne, des 27 maintenant. Et cette directive pose les principes du respect du bien-être animal. Sa directive 98-58. Et donc, notamment, et j'ai juste seulement relevé 2 points qui, pour nous, doivent attirer notre attention. C'est l'histoire de la liberté de mouvement qui doit être permise aux animaux. Et ensuite, l'histoire de l'alimentation, où il est spécifié qu'aucun animal doit être alimenté et approuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances et dommages inutiles. Voilà. Donc nous, on a démontré qu'il n'y avait pas de souffrance dans l'histoire du foie. J'ai bien compris l'axe de démonstration. Ensuite, donc en 1998, un rapport scientifique vétérinaire qui est une instance de consultation pour la Commission qui avait été saisie pour apporter un éclairage scientifique à l'époque sur la production de foie gras. Donc malheureusement, ce rapport persiste et existe et est consultable sur Internet et il conclut que le foie gras, le gavage est préjudiciable, peut paraître préjudiciable à la santé des animaux. Or, aucune démonstration scientifique n'était apportée à l'époque. Depuis, donc, c'est ensuite la Convention sur la protection des animaux du Conseil de l'Europe a été déclinée par espèce. Il y a existé la Convention pour les veaux en batterie qui était à l'origine du changement de réglementation pour les logements des veaux qui ont dû maintenant être mis en logement collectif aussi. Oui, oui. Pour les poules pondeuses, également une recommandation pour les poules pondeuses qui a été traduite par une directive européenne, donc rendue obligatoire au niveau européen. Et nous avons eu également notre recommandation du Conseil de l'Europe, du comité permanent, sur l'élevage de canards. Donc que dit cette recommandation? Cette recommandation, c'est donc un axe vers lequel on doit tendre. Mais dans la mesure, c'est un peu la subtilité juridique, parce qu'on nous a toujours dit une recommandation n'est pas une directive européenne, puisque dans les poules pondeuses, il y avait une recommandation, et ensuite la Commission européenne a pris une directive européenne, donc la rend d'application obligatoire. Tandis que nous, sur le canard, on a simplement la recommandation. Cette recommandation, nous, après 5-6 années de négociations, a fini, il était au départ question d'interdire la production de foie gras. On a évité cela, on a obtenu que finalement la production de foie gras puisse être maintenue dans les produits, et on fait le rapprochement à l'image, où c'est une tradition qui existe depuis longtemps, donc c'est un peu le même principe que pour la tauromachie. Et par contre, il n'est pas permis à un nouveau produit, à un nouveau pays de produire du foie gras maintenant.
Donc on est presque dans le privilège des bouilleurs de cru, etc. Plein de choses, des étaux qui se resserrent quand même. Hein. Et ensuite sur la question, également cette recommandation encourage la recherche pour des méthodes alternatives à la production de foie gras, je ne l'avais pas marqué là. Et ensuite nous impose à des logements, notamment pour la phase de gavage, qui soient plus spacieux, avec des échéances qui étaient fixées donc, au 31 décembre 2004 pour les nouvelles installations et au 31 décembre 2010 pour toute nouvelle création, pour toutes les installations, pardon. À l'époque, nous n'avions pas le matériel adéquat pour pouvoir passer en 2004 et permettre aux jeunes installés d'avoir un matériel qui permettait de s'installer avec des logements collectifs. Donc on a obtenu de la France et des pouvoirs publics, c'était le ministre Bussereau à l'époque, qui a consenti un délai de 5 ans pour finaliser la mise au point de ces logements collectifs. Alors, nous arriverons le 31 décembre 2015 voilà. Au bout de ce délai. On l'a entendu tout à l'heure, voilà. Et ça a été rappelé ce matin par M. le préfet, qui a rappelé également sa connaissance de la phase égyptienne du foie gras, comme quoi les fiches sont toujours bien faites en préfecture. Plus sérieusement, il a rappelé tout à l'heure le faible nombre finalement de personnes aujourd'hui, en 2013, qui avaient d'ores et déjà effectué cette mise aux normes. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Marie-Pierre, sur ce phénomène, ou en tout cas sur finalement peut-être cette déception, on peut dire ça, peut-être sur ceux qui sont déjà passés à la mise aux normes, ou au contraire cette réticence, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une question économique. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour pour avoir les derniers prix, mais quand on installait il y avait une installation, le manque de solutions, il y avait un côté économique. Voilà. Une cage individuelle, c'était à peu près 12 € la place, 12-15 € la place. On est plutôt autour de 40 € minimum en logement collectif la place, c'est le minimum, 40. Ouais. Donc c'est énorme, on double ou on triple la place, donc on surenchérit les coûts de production de façon importante. Ensuite il y avait le frein technologique de ne pas avoir la solution, de craindre qu'on perde beaucoup plus de temps, et de craindre qu'on blesse les animaux parce qu'ils sont en groupe et qu'à un moment ils s'entassent et qu'on risque de les blesser, notamment au moment de l'emboucage. Donc voilà. Bon, il y a énormément de travail qui a été mené dans la profession, par les fabricants, etc. Beaucoup d'ingéniosité. Il faut savoir dans ce salon en 2 ans la différence de la présentation. Mais bon, on est obligé d'avancer parce que là, on rejoint les aspects psychologiques de nos concitoyens. Effectivement, de voir les canards dans des logements individuels, ça peut effectivement effrayer nos concitoyens parce qu'il y a une perte de liberté de mouvement. Donc effectivement, la filière qui s'est battue pour effectivement retarder peut-être, n'avait pas la solution, c'était un frein, on se freinait, c'était une perte de compétitivité par rapport aux autres pays européens qui n'ont pas les mêmes coûts de main-d'œuvre. On est avec des salaires minimums qui sont presque 10 fois inférieurs à ceux de la France, donc on perd en compétitivité de façon très importante. Donc il y a vraiment tout un ensemble de choses à prendre en considération. Et donc en fait, on a fini par obtenir ces 5 ans, mais maintenant on est obligé d'avancer. On est obligé d'avancer, l'échéance avance. Maintenant, il ne peut plus y avoir de nouvelles installations en logement individuel depuis 2011. Et au 31 décembre 2015, il faudra que l'on soit prêt. Parce que nous sommes surveillés. Nous sommes surveillés par les associations qui militent contre le foie gras, par la Commission européenne qui a donné des exigences d'aboutir et qui nous demande maintenant tous les ans le pourcentage de mise aux normes. Alors cela dit, est-ce que ce calendrier, cette échéance, les progrès, les innovations que l'on voit là, ce n'est pas l'occasion également, quelque part, d'aller vers, outre le confort de l'animal, vers une meilleure capacité de production, une meilleure maîtrise de l'outil de production et de meilleures conditions de travail également pour les gaveurs. C'est-à-dire, est-ce que de la ça rebat les cartes complètement sur, je pense, le producteur, sa façon de concevoir son métier. Ouais. La façon de gérer son atelier, ça remet tout à plat. Ouais. Voilà. Y compris ses rythmes de travail, y compris voilà. la partie organisationnelle de son activité. Et est-ce que vous avez l'impression, avec le regard un petit peu extérieur, chapeau qui est le vôtre, est-ce que vous avez l'impression que quelque part, on assiste là depuis quelques mois à une forme de prise de conscience et une forme
alors d'acceptation c'est peut-être un grand mot, mais finalement de saisir l'opportunité en se disant, allez, on peut peut-être, face à cette contrainte, en ressortir un peu plus gagnant. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un Certainement, changement? il le faut de toute façon. Quand vous dites il le faut, c'est on est encore dans la contrainte. Est-ce que vous avez l'impression Parce que ça évolue, on est 2 ans après la mise en place des premiers logements collectifs, donc il y a encore beaucoup d'éléments d'information qui ressurgissent, qui apparaissent. On voit que il y a 2 ans, il n'était pas pensable on ne pouvait pas mettre autant de canards avec des logements collectifs qu'avec des logements individuels. Aujourd'hui, je crois que ça c'est plus ou moins réglé. On ne perd pas un nombre de places. Hein. Je ne sais pas si. J'ai pas fait le tour de tout le monde encore. Mais il me semble que c'est ce que j'en retiens. Les temps de travaux, on est encore un peu en dessous de ce qu'on pouvait faire avant. Mais j'ai le sentiment qu'on arrive. Bon, il y a de la mortalité à gérer, mais finalement, il semble qu'au bout d'1 an, quand on a bien en main son atelier, la mortalité, elle se régule et on arrive à retrouver des niveaux de performance technique. C'est un bouleversement sur les méthodes de travail, mais on a l'impression qu'on va y arriver. Et de toute façon, si on veut être là demain, il faut y arriver, il faut continuer. Benoît Grosseur va nous rejoindre de l'unité à ce moment de la présentation pour peut-être que lui, il nous donne sa vision de la question. Vous avez un autre micro, ici, Benoît. Vous êtes issu de l'unité à Bordeaux et ces questions-là, j'aimerais que ensemble on essaie de voir de quelle façon elles auront évolué finalement et qu'on regarde d'une façon assez objective aujourd'hui. Quelles solutions ou quels éléments on peut trouver qui concrètement permettent de dire que oui, il y a un progrès, il y a des choses à saisir, il y a des opportunités aussi à saisir. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup, tout ça en 15 minutes maximum. Non, oui, à 15 minutes maximum. Non, je dis ça fait beaucoup de choses pour la filière en termes d'adaptation parce que finalement, effectivement, à partir d'une seule contrainte qui est celle du bien-être animal, on remet à plat. On traduit ça sur des conséquences et des effets sur les conditions de travail, sur la qualité des produits, sur la quantité de produits, sur la capacité de production d'un atelier, sur l'organisation du travail, etc., etc. Et je pense que la filière, effectivement, a besoin de s'adapter à cela. Et on voit aujourd'hui, c'est un bon exemple que finalement, il y a des solutions qui sont proposées pour s'adapter. Et on voit qu'elles commencent à être variées. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, par rapport au logement collectif, c'est que les solutions proposées aujourd'hui sont différentes les unes des autres. On est sorti du modèle initial où effectivement, dans un premier temps, on a imaginé un logement et on est resté sur quelque chose d'assez figé pendant quelques temps pour essayer d'adapter un petit peu le logement collectif. Alors par rapport au côté bien-être animal, je pense qu'effectivement, sans être un expert du bien-être animal, mais en reprenant effectivement les contraintes réglementaires telles qu'elles ont été définies, on a défini des besoins fondamentaux pour les animaux qui n'étaient pas respectés par les cages individuelles. Alors on peut discuter ou pas de la légitimité, entre guillemets, d'accorder de tels besoins à un animal d'élevage qui a été sélectionné pour faire du foie gras et qui n'est pas effectivement le canard sauvage que je vais voir dans la nature. Mais toujours est-il que cette contrainte, elle est là et qu'on a dit, ben voilà, il faut que les animaux soient dans des logements collectifs, il faut que les animaux puissent exprimer certains comportements et une relation particulière à l'eau, etc., etc. Donc à partir de ça, la contrainte du logement collectif, elle était imposée. Et derrière, d'un point de vue pratique et transcription pratique au niveau des producteurs, des exploitants, des gaveurs, ben voilà, il a fallu concevoir des logements en se disant combien on va mettre d'animaux là-dedans. Alors on en met minimum 3, c'était la réglementation. Et puis après, on va les mettre par paquet de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je ne sais pas jusqu'à combien vont certains gaveurs qui sont entre guillemets ou ont eu la capacité de s'adapter à des grands groupes d'animaux, mais en voyant à partir de ça que finalement, en termes de conditions de travail derrière, il a fallu tout changer. Donc, moi j'étais ici pour parler un petit peu de ce qui a été fait à partir d'une salle de gavage qui a été équipée en 2009-2010 au lycée agricole de Périgueux, avec François Hérault, qui s'excuse qu'il ne peut pas être là aujourd'hui. Une salle de gavage a été équipée et finalement on est parti sur l'idée de faire des logements un petit peu expérimentaux avec lesquels on puisse jouer sur l'espace donné aux différents canards pour essayer d'évaluer un petit peu en termes d'utilisation de l'espace donné dans un logement collectif à des animaux
qu'est-ce qu'on peut faire et comment ces animaux vont utiliser cet espace et est-ce que ça va leur permettre d'exprimer ces différents comportements. Alors j'en reprends un qui est emblématique, on va dire, c'est celui du battement d'aile. Voilà. Ouais. Ben, on imagine tous pourquoi on a parlé du battement d'aile. Ben, le battement d'aile, c'est probablement ce qui, chez un animal comme le canard en gavage, nécessite le plus d'espace. Donc on a essayé de regarder en termes de battement d'aile, voilà, si on lui donne 3 canards dans un logement de tel type, est-ce qu'ils peuvent battre des ailes, est-ce que l'un peut battre des ailes, est-ce que tous le peuvent ou pas. Et on a essayé de travailler un petit peu autour de ça, en essayant de définir à partir de ça des conditions minimales. Sachant que ce que disait Marie-Pierre précédemment, c'était qu'on a une contrainte, c'est effectivement de mettre les animaux dans un logement collectif. Et on a une deuxième contrainte, c'est garder la capacité de production de l'atelier. Parce que sans garder et maintenir la capacité de production, ben, on va avoir du mal à s'adapter, sachant que c'est en plus un investissement important. Donc je pense qu'on a pu démontrer mais que finalement, et les constructeurs l'ont démontré, et puis les exploitants, les gaveurs qui se sont équipés l'ont démontré, on peut maintenir une capacité de production, et j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, en intégrant les contraintes réglementaires qui sont celles de mettre au minimum 3 animaux par parc, par logement collectif, et puis